Bon, DC, calmez-vous, hein, il fallait pas ouvrir la DC Fandom avec The Rock. Le mec est tellement mal alpha que même son crâne ressemble à une couille. Il est tellement viril qu'en même pas 3 minutes, il m'avait poussé une deuxième tub et j'avais envie de grimper sur tout ce qui bouge, surtout sur cette hiérarchie du pouvoir de chez DC, là. Évidemment qu'on va reparler de cette DC Fandom parce qu'il y a une news qui, je trouve, est passée un petit peu trop inaperçue et pas que, hein, puisque le monde continue quand même. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite théorie. Hein. Vous avez vu que tout a commencé avec Black Adam et un soldat entre qui le courant passait plutôt très très bien. Et puis on a eu à la toute fin le Batman, hein, Bruce Wayne, qui lui aussi essayait de faire des petites étincelles avec les criminels de Gotham. Mais je pense que c'est le Joker qui les a briefés tous les deux avec son fameux gag du petit taser dans la main. Hein, sauf que bon, il faut faire quelques réglages. Et sans parler de se serrer la main, si vous souhaitez que l'on se check et que vous êtes dans les alentours de Saint-Cana, d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, sachez que ce samedi, il y a le Geek Family qui est un festival gratuit où j'aurai l'honneur de me trouver avec les poteaux, Bruno Bessadi et Yann Valéani. Il y aura des animations, il y aura des conférences, une sur Batman que j'animerai, il y aura des quiz. 2 quiz que j'animerai pour ma part, il y a plein d'autres choses, il y a des Stormtroopers, il y a plein de trucs, donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à passer, on va bien s'amuser, et justement, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 319e JT Comics, vous avez vu que les gens étaient ravis de voir les 2 oreilles toutes pointues de Michael Keaton dans la bande-annonce du film Flash. Il y avait moitié moins d'enthousiasme quand c'était la bande-annonce du biopic de Vincent Van Gogh, bizarrement, et en attendant, il est temps pour nous d'ouvrir nos 2 oreilles pour les news de la semaine. Venom, Venom, Venom. Vous la sentez, cette petite odeur de sang, de drama, de boue, un petit peu d'ailleurs comme la glaise qu'a utilisé Sébastien Lockman pour sculpter ce concept art de Carnage pour Andy Serkis, pour Sony. Alors c'est pas forcément celui qui a été retenu, mais je le trouve très joli et puis j'aime bien cette phase de conception, donc je voulais vous le montrer. Celui-ci est un petit peu plus horrifique, et d'ailleurs j'ai pas vu le film, mais dans la bande-annonce, Carnage je le trouve très très joli, et parlant de ce qui est un petit peu moche, puisque les créateurs de Venom qui se bouffent entre eux, ça pourrait être une promo assez pertinente pour ce personnage. Malheureusement, c'est bien vrai, évidemment qu'un film qui fait 100 millions plus même au box-office nord-américain, rien que pendant les 2 premières semaines d'exploitation, eh bien, ça peut réveiller certaines rancunes, certaines amertumes, certaines plaies qui se réouvrent, et c'est le cas de celle de David Michelinie, que moi j'appellerais le co-créateur de Venom, avec l'autre co-créateur, Todd McFarlane, qui a créé le personnage de Spawn aussi. Michelinie qui peut parfois être un petit peu saoulé quand il voit que McFarlane tire la couverture à lui, et s'impose quasiment des fois comme le seul créateur du personnage de Venom, alors qu'on sait que non, Michelinie l'avait mis en place à 2 reprises alors qu'il écrivait la série Web of Spider-Man. À la base, il envisageait que le symbiote se lie à une femme dont le mari est percuté fatalement par un taxi, qui était distrait parce qu'il regardait Spider-Man se battre au loin dans New York. Il appelait un taxi parce qu'en plus sa femme était sur le point d'accoucher, elle perd son bébé à cause du traumatisme, elle manque d'y passer elle aussi. Pas de bol, quand elle se réveille, plutôt que de haïr les taxis distraits, eh bien elle va décider de haïr Spider-Man, une haine que renifle évidemment le symbiote, un symbiote rejeté par Peter Parker, donc il la partage cette haine, et il la renifle comme DSK renifle un paradis fiscal ou une escort girl, et il rapplique avec l'intention de donner à cette femme l'identité de Spider-Man, puisqu'il la connaît, ainsi qu'un moyen de le frapper fort, puisque je vous rappelle que Spider-Man, son sens d'araignée ne marche pas lorsqu'il est confronté à un symbiote. C'est pour ça qu'on voit Peter Parker pousser sur des rails ou bien attraper alors qu'il est en train de courir sur des murs, comme si ça se faisait, et puis finalement Michelinie a été promu, il est passé sur la série principale Spider-Man, et on lui a demandé, puisqu'il est arrivé au 296, donc pour le numéro 300, de faire un gros truc, d'inventer un nouvel antagoniste, et il dit bah ça tombe bien, j'ai ce personnage-là, alors ils étaient tous contents, sauf d'apprendre que ce personnage avait un vagin, puisque l'éditeur ne pensait pas que le public serait convaincu qu'une femme puisse tenir tête à Spider-Man. À croire que les seules femmes acceptées dans la vie de Peter sont bonnes soit à faire du sol élastique customisé, soit à s'arroser le fond du tanga à chaque fois qu'elle tousse. Donc il a changé ses plans, il a créé le personnage d'Eddie Brock, toute l'histoire que vous lui connaissez, et c'est pour ça que ça lui fait peut-être un petit peu de mal quand il entend McFarlane dire que il a inventé le personnage de Venom, qu'il a transmis ensuite entre les mains de David Michelinie pour qu'il lui fasse une histoire, et donc c'est pour ça que Michelinie peut paraître un peu dur quand il dit sur Facebook, quand il fait une mise au point encore, il y a quelques jours, il dit que si Todd McFarlane n'était pas né
Est-ce que le personnage de Venom aurait existé? Oui, puisque quelqu'un d'autre l'aurait dessiné, alors que si lui n'était pas né, le personnage de Venom n'aurait jamais existé puisqu'il ne l'aurait jamais inventé. C'est un petit peu triste parce que c'est une querelle qui dure depuis 30 ans entre ce qui devrait être deux amis, hein, et que il est indéniable que c'est le cocktail créatif entre ces deux personnalités qui a créé ce personnage iconique à tel point qu'il perdure depuis maintenant 30 ans et que justement il permet à d'autres auteurs de venir étendre et revisiter sa mythologie. Mais pour moi le vrai drama sous-coté, puisque c'est le mot du jour, hein, c'est quand Chris Eliopoulos, qui est graphiste, lettreur, dessinateur, qui a travaillé beaucoup pour Marvel, hein, qui dit sur Twitter que le 1er octobre 1992, c'est son anniversaire, sa femme lui a prévu une bonne petite journée remplie d'activités, sauf qu'un éditeur de chez Marvel appelle et lui explique que pour la première mini-série consacrée à Venom, il lui faut un logo qu'il lui faut pour tout de suite, le jour même. C'est une deadline aussi serrée qu'un garrot porte de la chapelle. Il a donc annulé tous ses plans, il a réussi à envoyer un logo créé en une journée, enfin créé en une journée plus tout le temps d'entraînement, hein, qu'il a fallu pour arriver à créer une identité visuelle frappante, marquante, iconique, en une seule journée. Ce logo a perduré jusqu'à être utilisé quasiment dans sa version originale, hein, par les équipes du film, et il n'a même pas droit à ses remerciements dans le générique, alors que ça ne coûte absolument rien. Et vous allez me dire, oui, mais il a quand même créé le logo de Venom en une journée, donc il doit avoir les couilles en symbiote or. Eh bien non, il s'est fait simplement 300 $ pour sa peine. Donc moi, c'est le genre de truc qui me fait chier, ça. J'ai pas encore vu Venom, j'entends dire que ça serait peut-être pas la seule injustice qu'on ferait au personnage et à ses créateurs dans le film. Je vous laisse me dire dans les commentaires, en prenant garde aux spoilers, ce que vous en avez pensé. En attendant, ça me faisait plaisir de vous retracer comme ça l'histoire de la conception du personnage, comme si vous étiez là pendant l'accouplement. DC Fandom. Ah, je suis pas content, il va falloir qu'on en parle de cette news très sous-cotée, passée quasi inaperçue entre 6 biceps de The Rock, hein, 2 oreilles pointues de Michael Keaton et la chaleur du Pattinson. J'étais pas spécialement parti pour la regarder en live et puis finalement samedi je me suis retrouvé happé par les 3h30 de cette seconde DC Fandom, l'événement qui est venu un petit peu casser les jambes des grandes Comic-Con New York, San Diego, où à la base c'est là-bas que les studios annonçaient, mais pourquoi pas après tout faire bande à part et avoir plus de presse. Un Batman omniprésent, hein, dans Batman, dans Flash, dans un podcast audio, dans une série animée même sur la Batmobile, hein, le chien de Batman qui aura droit aussi à sa propre série animée. Bon, évidemment que je vais pas pouvoir revenir en détail sur l'ensemble de tous les trailers puisqu'il faudrait plus de 3h30 du coup, mais pour ce qui est du plus convenu, évidemment que The Rock fait très bien le taf en Black Adam, hein, et j'aime beaucoup cet aspect hiérarchie de pouvoir bouleversé chez DC, même s'ils nous le vendent, hein, comme un octogone Karis Booba de super-héros. Il me tarde aussi de rencontrer Hawkman et j'aurais adoré sortir ma carte vitale pour voir le Dr Fate, hein. Alors j'allais attendre de pied ferme, lui, surtout que Pierce Brosnan a une classe international, hein. Il me tarde aussi de pouvoir me convertir à Hespera et Calypso, les deux nouvelles déesses qui promettent d'être des très bonnes antagonistes de toute la famille Shazam, hein, Lucy Liu et Helen Mirren, rien que ça. Et puis j'ai préféré rencontrer la nouvelle Batgirl, la nouvelle Supergirl, hein, l'actrice a l'air top et on nous promet en plus qu'elle sera fidèle aux comics, qu'elle sera rousse, hein, même si ça peut paraître un détail pour certains, et surtout qu'elle sera une femme forte, indépendante, intelligente. Espérons juste qu'elle pense à installer un visiophone, ça lui évitera des emmerdes. Cette deuxième édition était plus courte que la première, il y avait moins de temps consacré aux comics que la première édition, il y avait plus de panels sur les comics, plus de discussions, mais on n'était pas dépourvu de comics, hein, la pastille la plus longue étant quand même celle dédiée à Milestone Comics, le label, hein, de chez DC Comics, le label qui nous a donné ne serait-ce que Static Shock qui revient. Ils ont annoncé en exclusivité un film d'animation, un film en live action, ainsi qu'un fonds de soutien aux créateurs de comics afro-américains. On a su au détour d'un petit flash info que la série sur le prince singe, inspirée du personnage classique le roi singe, aurait droit à une maxi-série du coup en 12 numéros par Jen Luen Yang et l'excellent Bernard Chang, qu'on a pu voir entre autres sur Batman la relève, Batman Beyond. Todd McFarlane est venu présenter ses jouets, ses statuettes, et il en a profité pour en placer une pour son poteau Greg Capullo et pour vanter les mérites de Monsieur Mike Mignola qui aura droit à sa statue de la gamme Batman Black and White qui sera inspirée directement par Gotham by Gaslight. Il a présenté aussi les nouvelles statues du film The Batman, même si le prototype avait vraiment l'air de sortir une chaîne de montage défectueuse d'une usine thaïlandaise. Mais bon, Greg Capullo et Scott Snyder sont venus parler de leur cours des hiboux qui sera un des éléments centraux du prochain jeu vidéo Gotham Knights, hein, et quelque chose me dit que Bruce Wayne n'est pas si mort que ce qu'on veut bien le croire, hein, on verra, hein, je mets 10 balles dessus, hein, et
c'est cool de voir qu'ils ont vraiment travaillé en relation avec les développeurs du jeu. Il y avait Jim Lee aussi qui est venu évidemment, hein, qui en a profité pour présenter son espèce de puzzle hommage à un de ses artistes d'ici préférés, hein, George Perez, son hommage à Crisis on Infinite Earth. Un petit non-événement, hein, mais on a appris que Superman, la version de John Kent, mais probablement la version du père aussi quand il reviendra, remplace son fameux slogan qui était plus ou moins officiel, hein, Truth, Justice and the American Way par Truth, Justice and a Better Tomorrow, donc la vérité, la justice et un meilleur lendemain. L'acteur qui incarne Luke Fox dans Batwoman est venu présenter l'histoire de son personnage, de Batwing, comment est-ce qu'il vient incarner une version différente dans la série, et ça c'était vraiment cool, hein. Et puis sinon, ben voilà, il a fallu compter sur des acteurs pour rendre hommage aux comics, hein, déjà Matt Reeves qui se James Gordonifie à vue d'œil, et puis par exemple un Robert Pattinson qui dit avoir lu des comics, notamment ceux de Tom King, hein, pareil pour Zoé Kravitz qui dit avoir lu des comics même si elle n'en cite pas spécialement. Bref, l'esprit était là mais ça se concentrait vraiment sur les films, les séries et les jeux vidéo, et évidemment parlons de la grosse claque que je me suis prise en regardant le dernier trailer, le deuxième du Batman de Matt Reeves. À un détail près qui m'a un petit peu sorti du truc, on va en reparler, hein, mais globalement j'ai kiffé la manière dont il joue avec des contrastes très chaud-froid, hein, un petit peu comme un touriste bourré en Norvège qui sort directement du jacuzzi dans lequel tu peux faire bouillir tes pattes pour aller plonger dans un lac tout glacé où là, ton cannelloni se transforme en coquillette. D'un côté, on a ce Batman qui est toujours dans le registre de l'ultra-violence, sauf que là où celui de Snyder l'était par urgence, par vieillesse, hein, il s'y est converti sur le tard, et bien celui-ci est au tout début de sa carrière, donc il est plutôt en apprentissage, il a une forme de rage qu'il doit apprendre à gérer, il est dans une forme d'utilisation excessive de la force, hein, quand l'autre est plutôt en pétage de plomb, et bien lui il est en rodage on va dire. La preuve c'est qu'il arrive même à inspirer la peur dans le cœur, et ça ressort directement dans les yeux de ses propres alliés, on le voit sur le visage du commissaire Gordon, d'Alfred et même de Catwoman, hein, qui n'ont absolument rien à envier à la gueule du pingouin quand il comprend qu'il va bouffer sa banquise. Et ça vient énormément contraster avec l'homme mystère, je trouve, hein. Lui aussi je l'attends vraiment de pied ferme, qui lui pourrait être un espèce de penchant du Batman, hein, aussi une forme de justicier ultra violent, hein, puisqu'on nous le présente comme un serial killer. On sait, vu les 2 bandes annonces, qu'il a tué au moins 3 personnes, des gens de la haute société, des dirigeants, hein, le maire, un procureur et un commissaire de police. On est à Gotham et vu les sources dont s'inspire Matt Reeves, eh bien, il y a fort à parier que tous ces gens étaient corrompus et qu'en fait, ils veuillent peut-être mettre fin à l'hypocrisie qui règne et à la corruption politique ambiante. Et là où ça pourrait faire intervenir Batman d'une manière inédite dans les films, où on pourrait peut-être comprendre sa rage, c'est qu'à un moment, on voit le Chevalier Noir et on voit marquer les péchés du père. Et si c'est de son père à lui dont on parle, Thomas Wayne, eh bien, ça pourrait inaugurer l'ère du salissement de la figure de ce médecin philanthrope de Gotham City. C'est quelque chose qui est plutôt à la mode, ça a commencé dans le récit Gates of Gotham où on est dans le passé, les pères fondateurs de Gotham, Alan Wayne, on voyait qui décidait avec la famille des Cobblepot par exemple. Ça a continué ensuite quand on a vu dans Long Halloween, dont on sait que c'est une source d'inspiration pour Matt Reeves, il a cité directement, on l'a vu, Thomas Wayne sauver la vie de Carmine Falcone, le mafieux, donc il y a des liens entre eux, mais on pourrait à la limite mettre ça sur le dos du serment d'Hippocrate. Bien plus tard, on a vu dans le Batman Damned que le papa aussi avait sorti le Bat-Boob, hein, et qu'il avait trompé Martha pour potentiellement peut-être faire un demi-frère à Bruce Wayne. C'est aussi une intrigue qu'on retrouve dans les jeux vidéo Telltale, hein, le Batman, où on le voit carrément corrompu et où ça peut choquer un petit peu, et plus récemment on le voit, hein, dans le Joker où bon, on comprend que Arthur Fleck insinue qu'il y a une forme de filiation entre lui et Thomas Wayne, même si c'est complètement démenti, et en tout cas l'image du philanthrope elle en prend un petit peu un coup parce qu'il se comporte comme un peu un goujat. Et c'est là où c'est intéressant, hein, puisque si Bruce Wayne s'est construit sa figure héroïque sur l'idée d'être inspiré par ses propres parents et son père qui était un héros pour lui, qu'est-ce qu'il va se passer quand l'homme mystère va justement démystifier la chose et lui faire des révélations, qu'elles soient vraies ou fausses, on verra après. J'extrapole évidemment, hein, on verra, mais ça pourrait expliquer beaucoup, hein, sa rage et son comportement suicidaire. Et moi c'est ça, hein, qui m'emmerde un petit peu dans ce trailer, c'est que il est empreint d'une forme de réalisme, d'un truc très terre-à-terre, un Batman à fleur de peau, hein, des alliés aussi à fleur de peau, et puis d'un coup il passe de « je suis la vengeance » à « je suis un tank » et il fonce devant des mitrailleuses, hein, un vendredi soir classique à Marseille. On dirait moi qui en a marre, hein, de jouer en mode furtif à Hitman, et ça
c'est un petit peu dérangeant parce que, bon, soit il a fait un code d'invincibilité, soit il sait que l'intelligence artificielle de ses ennemis est trop basse pour qu'il puisse viser la tête, puisqu'il a une balle dans la tête et il est terminé, hein, c'est à ça d'ailleurs que sert le crâne du Punisher normalement. Mais voilà, c'est la seule forme de dissonance qui m'a un petit peu dérangé parmi tous ces beaux plans très esthétiques dans lesquels on peut retrouver d'ailleurs des cases de BD, hein, on peut retrouver du Clayman hein, sur les toits entre Batman et Catwoman, on peut retrouver du David Mazzucchelli quand il y a un petit peu bagarre, du Terre 1 pour les looks et je suis sûr que j'en loupe encore plein. Mais malgré tout, je suis brûlant, hein, vivement Mars, je vous laisse me dire ce que vous en pensez, hein, mais attendez, je trouve aussi qu'il y a une news qui est passée un petit peu trop inaperçue alors qu'on a mis en valeur hein, les 3 chiens, la série Aquaman en featuring avec Monsieur Flap, enfin bref, Bruce Timm m'a chauffé à blanc, hein. Bruce Timm c'est celui à qui on doit la meilleure série entre autres, hein, il n'est pas seul mais de Batman la série animée qui certes, oui, j'ai 31 ans donc c'est une Madeleine de Proust pour moi, mais même avec un recul moyennement objectif on va dire, hein, ça reste l'une des meilleures séries consacrées aux personnages, hein. Il y avait la noirceur, des bonnes intrigues, une superbe direction artistique, des bons personnages. Bref, Bruce Timm qui a annoncé que 30 ans après cette meilleure série d'animation sur Batman, eh bien on aurait droit à une nouvelle série, Batman The Caped Crusader, et qu'elle serait encore plus Batman la série animée que Batman la série animée, en raison qu'ils auraient encore moins de restrictions qu'à l'époque, notamment sur la tonalité vraiment adulte et encore plus noire. On va y voir un Batman vraiment des débuts, hein, la relation ne sera pas complètement tissée de confiance avec le commissaire Gordon, il n'y aura pas tous ces gadgets high-tech, et rien que cette petite pastille de quelques minutes avec des images a valu pour moi toutes les annonces de la DC Fandom, hein. D'ailleurs je vous laisse me dire dans les commentaires quelle est votre news préférée de la DC Fandom, ou si vous vous en battez carrément les 2 crânes de Dwayne Johnson. Art séquentiel. Et alors que Marvel nous fait du coupé-décalé sur toutes les sorties du MCU 2022-2023, hein, peut-être qu'ils ont vu le bat-signal s'illuminer dans le ciel et que cet outil de peur eh bien, a fonctionné, alors qu'ils n'ont pas vraiment grand-chose à craindre, eh bien on n'oublie pas les comics purs et durs, il y a eu quelques annonces, hein, le matériau source sans lequel eh bien, toutes les annonces précédentes n'auraient pas été possibles. Jonathan Hickman, qui apparemment a terminé sa série Black Monday Murder, hein, prépare une nouvelle série Marvel avec Monsieur Chris Bachalo. Alors est-ce que c'est du X-Men, est-ce que c'est autre chose? On le découvrira plus tard. En attendant, on sait que si on lui laisse le temps, on peut avoir des vraies dingueries visuelles, hein. Et chez DC, c'est John Kent, hein, qui n'a vraiment pas chômé ces derniers temps, qui va être réuni avec son meilleur poteau, hein, Damian Wayne, par Monsieur Peter Tomasi en plus, hein, les Super Sons se reforment, alors on les voit un petit peu jouer au dentiste sur la couverture, et ça coïncide justement avec l'annonce à la DC Fandom qu'il y aurait un film réalisé entièrement en images de synthèse consacré aux Super Sons. Puis on fait un petit enchaînement, la nostalgie a du bon, on commence avec tous ceux qui ont aimé le run du Silver Surfer de Ron Lim et Ron Mars dans les années 90, ils seront ravis d'apprendre que les 2 artistes reviennent ensemble pour revenir explorer cette période dans une mini-série en 5 épisodes intitulée Silver Surfer Rebirth, hein, c'est à la manière du Spider-Man symbiote, hein. Pour ceux à qui la tenue de Nightwing manquait, eh bien sachez que bon, déjà elle est redevenue bleue, donc les gens sont plutôt contents, mais là il va étendre ses ailes jusqu'au bout de ses doigts avec un petit changement de look qui est très léger, mais moi j'adore voir ce genre de concept art. C'est Bruno Redondo qui s'en charge, hein, et puis elle va avoir droit à sa série sur Disney+, évidemment que Marvel Comics va aussi lui donner une série, hein, mais Rainbow Rowell et Roger Antonio vont se charger de faire revenir She-Hulk, hein. En plus elle sera en rupture avec la She-Hulk de Jason Aaron, et donc elle sera beaucoup moins énervée, peut-être que les fans du personnage seront moins énervés aussi, hein. Donc Jen Walters va revenir aux fondamentaux, elle va revenir au tribunal, hein, prendre la défense de ceux qui peuvent le moins le faire, sauf qu'évidemment il ne faudra pas longtemps pour que son passé revienne vers elle, hein. Et puis pour ceux qui ont adoré la bande-annonce de Peacemaker, hein, pendant la DC Fandom, j'ai encore plus doux qu'un câlin plumé d'Igly, hein, puisque Monsieur Garth Ennis va se charger d'un one-shot sur le personnage, qui sera illustré par Gary Brown, et quand on sait à quel point il aime bien parler de démocratie, d'hypocrisie, à quel point il peut être violent, il n'a rien à envier à James Gunn. C'est un personnage qu'on peut rapprocher sous certains aspects, hein, seulement au personnage du Homelander dans The Boys, donc vraiment pour moi ça sera une lecture Day One, comme on dit, hein, puisque Garth Ennis, un petit peu comme son Hitman qu'il a créé avec John McCrea, il sait comment la mettre directement dans le mille. Lisez, hein, et cette semaine, on va peut-être pas en parler cette semaine, mais j'ai lu 3 Jokers, hein, Urban me l'a envoyé, et
Je sais toujours pas ce que j'en pense, hein. Il y a une partie de moi qui a bien aimé, il y a quelques trucs qui me gênent. C'est joli, hein, il y a au moins ça, hein, c'est Jason Fabok, mais Geoff Johns, moi je suis toujours un petit peu mitigé, mais je vous en parlerai mieux la semaine prochaine pour construire ça un petit peu plus, de manière un petit peu plus élaborée. Entre temps, j'ai aussi enchaîné sur les Gardiens de la Galaxie de Donny Cates, hein, que j'avais un petit peu oublié puisque ça fait très longtemps que je ne les ai pas relus. Je veux évidemment déboucher sur le Thor de Donny Cates, qui est un petit peu plus récent, je l'ai un petit peu mis en tête, mais quand même, hein, pour pouvoir lire dans les meilleures conditions le Beta Rebuild, hein, qui est sorti en grand format, hein, qui fait honneur à Daniel Warren Johnson chez Panini, hein, et Panini, bon, ça me dérange un petit peu qu'ils aient pas sorti, même si ça tient apparemment assez debout, hein, eh bien qu'ils aient pas sorti le Thor de Donny Cates dont c'est directement tiré avant, hein, même si les planning édito c'est un petit peu une galère. D'ailleurs, si vous aimez bien Venom, hein, le King in Black, si vous avez la patience, si vous avez acheté les numéros, retenez-vous de les lire, attendez d'avoir le prochain numéro de Venom, au moins vous pourrez lire King in Black, Venom, King in Black, Venom, et après vous faites ce que vous voulez avec les tie-in qui sont un petit peu inégaux, il y en a des bons, il y en a des moins bons. En attendant, ça sent l'artbook, la patate dans la rétine, comme toujours avec Daniel Warren Johnson, hein, son Murder Falcon, son Wonder Woman Dead Earth, c'est du grand délire, et rien que pour ça, il me tarde, hein, et je vous laisse me dire ce que vous lisez dans les commentaires, ou geekez, hein, puisque c'est la fin de ce JT. Merci d'être toujours aussi nombreux à le suivre, merci d'y laisser vos pouces bleus, de le partager sur Facebook, de tweeter, retweeter, de m'incorporer dans vos stories Instagram, hein. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, hein, sur YouTube, où j'essaie de répondre à chacun d'entre vous. En attendant, je vous lis tous, hein, ou bien sur les réseaux sociaux, c'est là aussi que vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, hein, votre espace de liberté, hein. Je vous fais des gros bisous, je vous donne rendez-vous ce week-end si vous êtes sur Syncana, ou bien la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Bon ça y est, hein, là j'ai clairement envie d'organiser un concours de photos. Lisez vos comics comme Angelina Jolie. Soi-disant c'est une éternelle, mais je pense qu'elle nous a fourbés, hein. C'est vrai, c'est Spider-Woman ou quoi?